Bonjour et bienvenue sur EcoMap, l'échographie pratique, facile et utile du médecin généraliste. Aujourd'hui, une vidéo absolument passionnante qui va comparer finalement une radiographie du jour et une échographie faite à la suite. Et l'échographie peut-elle vous apporter quand vous avez finalement la radio? Y a-t-il vraiment un intérêt à se former à l'échographie pulmonaire quand finalement on a accès à la radio? Eh bien, vous allez voir, ce cas clinique était tellement extraordinaire, était tellement criant, m'a tellement renforcé dans le fait de vous former, de vous apprendre l'échographie pulmonaire, que j'ai décidé de vous en parler. Et donc, on attaque tout de suite. Comme d'habitude, avant d'attaquer, ceux qui veulent un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne. Ça me fait énormément plaisir. C'est très important pour moi d'avoir vos commentaires. La même chose sur le Facebook. Et puis, la formation d'initiation à l'échographie est offerte. Le lien est dans la description. Vous pouvez suivre la formation tout de suite. C'est gratuit. Il vous suffit de cliquer et de me rejoindre. Une belle formation pour débuter avec de bonnes bases. Alors aujourd'hui, on va parler d'une dame de 90 ans qui, depuis un mois, est dyspnéique, présente une orthopnée, elle tousse, elle a du mal à s'allonger dans son lit, elle est obligée de mettre des oreillers. Elle a déjà consulté 2 médecins généralistes, une cure d'antibiotiques qui n'a eu aucune efficacité. Donc un des médecins avait prescrit une radiographie pour voir un petit peu ce qui se passait. Et donc la radiographie de la patiente est revenue et voici la radio. Donc on a bien évidemment un syndrome alvéolo-interstitiel bilatéral assez marqué, finalement un peu plus marqué ici, notamment au niveau du lobe moyen droit. Et le radiologue me parlait aussi d'un petit émoussement du cul-de-sac pleural gauche. Effectivement, on peut regarder, on peut se dire qu'il est discret. Peut-être on a du mal à voir un petit peu aussi le cul-de-sac vraiment dans la partie tout à fait postérieure sur le profil. Toujours un petit peu plus dur à analyser les profils, je trouve. Mais en tout cas, déjà une radio qui nous apporte. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt à faire une échographie finalement, quand on a l'accès à la radio? C'est toute la question du jour. Et vous allez voir que la réponse est oui, restez bien jusqu'au bout parce que les images vont vous surprendre. La radio de la dame est du jour et l'échographie, je l'ai faite dans la foulée. Quand en fait, elle m'a ramené ses résultats, je me suis dit quand même, la clinique me fait pas penser à la radio, la clinique n'est pas en accord avec la radio, qu'est-ce que je vais bien pouvoir obtenir avec l'échographie? Donc d'abord, du côté gauche, eh bien effectivement, on a donc une ligne pleurale qui est globalement régulière, mais on remarque donc de très nombreuses lignes B, des lignes B classiques qui vont jusqu'au bas de l'image, qui sont facilement visibles. Ces lignes B évoquent bien évidemment un syndrome alvéolo-interstitiel important, puisque vous voyez qu'on a quand même beaucoup de lignes B, on a plus que 3 lignes B par champ, bien plus d'ailleurs, qui nous évoquent un syndrome alvéolo-interstitiel important à gauche. La radio était dans ce sens. Du côté droit maintenant, même chose, on a cette fois-ci un syndrome alvéolo-interstitiel plus important avec des lignes B qui sont plus larges, qui sont plus épaisses, qui sont plus confluentes, une ligne pleurale qui est également beaucoup plus irrégulière, plus émiettée, qui évoque un shred sign, une condensation sous-pleurale. Si tout ça c'est un peu compliqué, faites la formation en échographie pulmonaire, vous verrez que c'est une formation excellente, j'ai que des bons retours, c'est une formation très 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 utile pour les médecins généralistes. Et donc, ça colle encore une fois avec la radio, puisque là, on voyait quand même que la trame bronchique était plus importante à droite qu'à gauche, et l'échographie est en accord pour l'instant. Là où ça va un petit peu se corser, c'est que l'échographie va nous apporter déjà des informations en plus sur la ligne pleurale qu'on ne pouvait pas deviner sur la radio. Vous voyez que quand on remonte un petit peu plus haut au niveau du champ pulmonaire droit, bien, la ligne pleurale est beaucoup plus irrégulière, paraît condensée et surtout, le glissement pleural a complètement disparu. Ce qui nous évoque une pneumopathie ou en tout cas une condensation pulmonaire, en tout cas quelque chose au contact de la plèvre qui empêche le glissement pleural. On remarque quelques rares lignes B en partie postérieure. On peut se demander si on ne voit pas un petit peu, peut-être éventuellement, de bronchogramme aérien au sein éventuellement d'une condensation. Donc si on analyse cette fois-ci l'image en temps mouvement, puisque absence de glissement pleural pourrait vouloir dire éventuellement, pourquoi pas, pneumothorax, eh bien on remarque effectivement qu'on a quand même globalement une perte du signe du bord de mer. On devine moins bien la différence entre ce qui va être extrapulmonaire et ce qui va être intrapulmonaire. Cependant, on garde un très bon pouls pulmonaire, ce qui nous permet de dire que le poumon est toujours quand même à la paroi et que donc les zones liées finalement à la contraction cardiaque se propulsent jusqu'à la paroi, ce qui ne serait pas le cas dans un pneumothorax. Donc ça renforce quand même notre diagnostic de condensation
pulmonaire finalement pleurale. Par contre, au niveau de l'émoussement du cul-de-sac, je vous rappelle qu'on parlait simplement d'un simple émoussement du cul-de-sac gauche, on remarque que l'échographie va être beaucoup plus précise que la radiographie. On a ici notre rate, on a ici notre diaphragme, on a ici le poumon avec l'interface entre finalement du liquide et de l'air. Je viens un peu devant de la mèche. Et voilà ce que ça donne en dynamique. Hein, notre languette pulmonaire qui flotte dans un liquide. Donc liquide qui est quand même globalement important. Il est volumineux. On a beaucoup finalement de liquide à la base pulmonaire gauche, bien plus que ce qu'on aurait pu imaginer. Ce liquide est opaque, il est trouble, on remarque des débris à l'intérieur, ce qui laisse supposer être un liquide probablement séro-hématique. On reviendra sur le cas clinique de la patiente. Voilà un petit peu sur ce qu'on peut dire ici. Et puis là, on a l'autre partie, hein, le diaphragme, hein, avec la rate ici. De l'autre côté, où il n'y avait rien sur la radio, remarquez qu'on a un épanchement qui est encore plus important finalement que l'autre côté, qu'on n'avait absolument pas vu sur la radio. On a ici notre languette pleurale qui est encore aérique, qui est mobile, notre ici épanchement pleural, le diaphragme et le foie en arrière, épanchement qui est très important cette fois-ci, encore plus important. Si on redescend un petit peu vers le foie, voilà ce que ça donne en dynamique, hein. Donc ici le cul-de-sac pleural complètement rempli de liquide, on voit au travers du liquide, et ici on voit le début du poumon, puisque les lignes B vont marquer en fait l'interface entre la partie liquidienne et la partie aérée du poumon. Nous avons ici donc la base pulmonaire qui flotte ici dans le liquide avec le signe du rideau. Donc remarquez quand même cet épanchement qui est assez important. On remarque encore quelques ponctuations, même si on les devine un petit peu moins que de l'autre côté. Quelques ponctuations qui laissent encore une fois penser à un liquide séro-hémorragique. Voilà un petit peu sur une image statique, ce liquide qui est trouble, qui n'est pas tout à fait anéchogène. Le foie ici avec le surplombé par le diaphragme, le liquide, la languette pulmonaire. Le bas du poumon, hein, la base pulmonaire, ici, une image pas tout à fait liquidienne, pas tout à fait aérique, je veux dire. On devine quelques lignes B, mais je pense qu'il y a une condensation pulmonaire à la base, à droite. Effectivement, les signes radiologiques, c'est plus important. Donc, vous voyez donc que l'échographie, finalement, a été beaucoup plus loin que la simple analyse radiographique qui, pourtant, a été faite dans la suite. Donc, on a énormément sous-estimé l'épanchement pleural et ça va expliquer beaucoup plus le cas clinique de cette patiente. Patiente dyspnéique qui présentait une orthopnée qui finalement après coup a montré des BNP très élevés, donc signe de décompensation cardiaque. Et puis le terrain de la patiente explique ce liquide finalement séro-hémorragique puisqu'en fait il s'agit d'une patiente qui a un cancer du sein qui est sous traitement chimiothérapique et qui présente vraisemblablement une métastase ou des métastases pulmonaires bilatérales, en tout cas une localisation secondaire, avec un exsudat séro-hémorragique qui va se compliquer chez cette patiente qui n'a pas de chance puisqu'elle est aussi cardiovasculaire, va se compliquer finalement d'une décompensation cardiaque avec syndrome alvéolo-interstitiel, aggravation de l'épanchement, orthopnée. Donc voilà un petit peu pour le cas clinique complexe, un complexe de cette patiente où plusieurs choses se multiplient. Le but n'est pas tant ici de poser le diagnostic qui sera finalement posé en hospitalisation, mais de bien montrer que même si on a l'accès à la radio, l'échographie permet d'aller beaucoup plus loin au niveau pulmonaire, donne beaucoup d'informations, permet de beaucoup mieux repérer les épanchements. C'est facile, c'est disponible au cabinet, vous pouvez l'apprendre très rapidement. Je vous invite vraiment à vous former en échographie pulmonaire et à suivre cette formation. Si ça vous a plu, mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne, même chose sur le Facebook. Et puis pour l'initiation, le lien est dans la description. Je vous dis à très bientôt sur EchoMap. Bye bye!